La semaine prochaine, le cinéma de minuit vous proposera de suivre La poursuite impitoyable d'Arthur Penn avec Marlon Brando, Jane Fonda et Robert Redford. Il y aura 50 ans, jour pour jour, la Toussaint Rouge marquait le début de la guerre d'Algérie. Un devoir de mémoire. On est arrivé en Kabylie début octobre 55. J'avais donc à peine 19 ans. Le travail a commencé, quoi. C'était patrouille, contrôle, embuscade. Alors quand le copain tombait, on n'acceptait plus. Le problème n'était pas de s'emparer d'une position, le problème c'était de s'emparer de la population. On a retrouvé toute la famille massacrée. Égorgé par le FLN. Massacrer des innocents, c'était le piège tendu à l'armée française et l'armée française y est tombée. L'ennemi intime. Lorsqu'il y avait des prisonniers, on essayait d'en tirer le maximum. Partout il y avait la torture. Oui, moi, l'ancien résistant, j'ai rempli la mission qui m'était donnée, hélas. Une montée de la violence que rien ne pouvait arrêter. Un document exceptionnel de Patrick Rothman, demain à 20h55 sur France 3. On a failli t'envoyer les secours, cousin. J'ai plus mon âge. J'en peux plus. Demain, check-up général. Et pour les frais, c'est toi qui régales? Il n'y a rien là-dedans. Qu'est-ce qu'on t'a déjà dit? Mais 2 heures à ta complémentaire. 2 heures. Bah oui, complémentaire. AG2R. 1, t'es remboursé au mieux. Et 2, à partir d'un certain âge, les tarifs n'augmentent pas. Tu vois ce qu'on veut dire? Oui, mais même si je vis, C'est pas gagné. Allez, poussin. vous faites. Pas sur des sangs, là, hein? L'avenir, c'est mieux avec 2R. Certains ignorent que par temps menaçant, on choisit toujours la Laguna. Renault Laguna, vous êtes en lieu sûr. Laguna DCI, à partir de 18 900 €. Pour bien déménager en poule, pour boule, Raoul, poule. Choisissez des mépoules. Déménagement des mépoules et tout roule. HP photo numérique. Photographier, imprimer, inventer. Bon, alors il avance, lui. Papa, c'est quand qu'on arrive? Jusqu'au 15 novembre, demandez un devis crédit ou assurance à la Caisse d'épargne. Il y a 29 voitures à gagner. Pour ça, il suffit de venir à la Caisse d'épargne. Papa, pipi. Aujourd'hui, il y a du nouveau mini-doux dans l'air. Marseille et fleurs d'oranger. Nouveau mini-doux, Marseille fleurs d'oranger. Mini-doux, la douceur d'un rêve parfumé. Nouveau mini-doux, Marseille et fleurs d'oranger. Et en ce moment, pour un flacon mini-doux acheté, les 3 berlingots, c'est cadeau. France Inter présente Ridan. Le monde est une petite qui roule sa bosse pour le pétrole. Le rêve ou la vie. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Le rêve ou la vie, le premier album de Ridan. C'est quoi être assureur militant? C'est savoir qu'en cas d'accident corporel sans tiers responsable, le conducteur n'est pas protégé par la loi. À la Maïf, le conducteur est pris en charge, qu'il y ait un tiers responsable ou pas. Maïf, assureur militant. Sa toux, sa congestion ou son rhume vous empêche de dormir? La pommade Vicks Vaporub, grâce à son menthol et ses huiles essentielles, procure un réel soulagement. Ainsi, il peut mieux dormir, même si ce n'est pas votre cas. La nature a fait les plantes, Vicks en a fait un médicament. Vicks Vaporub, pas avant 6 ans. Bio accueillit le meilleur des fruits pour créer Biodate, source de fibres. Nouveau Biodate, une délicieuse source de fibres. Monsieur Beecham, vous ne me connaissez pas. J'en ai jamais
jamais rien eu à foutre du bien ou du mal. Jugé coupable. Avez-vous tué cette femme ou non? Y avait-il quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous nous croyez, n'est-ce pas? Vous nous croyez? Est-ce que vous nous croyez? Pour Clint Eastwood, libérer un coupable, c'est grave. Exécuter un innocent aussi, jeudi sur France 3. Élection présidentielle américaine, nous retrouvons Christine O'Krent dans le bureau ovale de la Maison-Blanche pour suivre l'événement en direct. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont la première puissance du monde et qu'entre Bush et Kerry, ce sont bien deux visions, deux styles, deux systèmes de valeurs qui s'affrontent. Et ce choix sera crucial pour nous aussi. Washington, New York, Bruxelles et Paris, avec les meilleurs experts américains, français et européens, avec Ulysse Gosset et Christian Mallard, je vous donne rendez-vous pour comprendre à chaud l'Amérique et nous. Spéciale élection présidentielle américaine, toute première tendance du vote, analyse et commentaires, mardi à 23h15 en direct sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Parfois, la sécurité routière, malgré tous ses efforts, ne peut rien contre la bêtise. Sur une route du Jura, un conducteur un peu nerveux n'a pas apprécié d'être ralenti par un groupe de cyclistes. Après une altercation, l'automobiliste a volontairement foncé sur le groupe de retraités qui se promenaient. Bilan, 5 personnes blessées, dont 2 très grièvement. Reportage, Mélanie Frey et Stéphanie Bouillot. Commentaire, Christophe Nardini. De l'accident, il ne reste sur place que ces relevés effectués par les gendarmes de part et d'autre de la chaussée. Cela témoigne de la violence de l'impact. Sur cette ligne droite, un automobiliste a percuté volontairement un groupe de 6 personnes qui circulaient à vélo. Quelques instants plus tôt, les cyclistes, parmi lesquels cet homme, venaient tout juste de lui faire remarquer fermement qu'il les avait frôlés d'un peu trop près. De là, on a rembrayé, on est reparti, environ 100 mètres plus loin. Allez, le choc. Alors, en plein dedans. Ça volait tous les bouts. Les vélos à droite, les vélos à gauche, 3 sur la route étendue et qui ne bougeaient plus. Moi, j'étais dans le fossé, et puis voilà. En tout, 5 personnes âgées de 67 à 82 ans sont blessées. 2 sont dans un état grave. Toutes souffrent de plusieurs traumatismes, fractures du bassin, côte cassée, traumatisme crânien. L'une d'entre elles a été transportée au CHU de Dijon. Son état est jugé critique. L'automobiliste, un employé de la commune de Trenal, a été placé en garde à vue. Au moment des faits, il conduisait vraisemblablement sous l'emprise de l'alcool. Ils ne sont pas passés inaperçus. Aujourd'hui, 10 000 motards en colère ont manifesté sur les routes de France pour converger vers Amiens, la ville du ministre des Transports, Gilles de Robien. Ils protestaient contre l'allumage des codes en plein jour. Amélie Deloy, Christophe Monteil. Ils sont venus plein phare pour exprimer leur colère. Aujourd'hui, 10 000 motards se sont retrouvés à Amiens, fief du ministre des Transports. Ils dénoncent la mesure qui incite depuis aujourd'hui les automobilistes à rouler feu allumé en plein jour. Maintenant, on va se faire plus renverser qu'avant. Déjà avant, on se faisait renverser, mais alors maintenant, ce sera plus du tout différencié. Les motards en colère sont partis en début d'après-midi du nord, de la Picardie et de la région parisienne. Avec cette expérience, hors agglomération, tous les automobilistes sont invités à rouler avec les codes allumés pendant la journée. Les motards perdent donc cette spécificité et par là même, ils s'estiment en danger. Aujourd'hui, on arrive à accrocher le regard des conducteurs grâce à nos phares. Un phare aujourd'hui, un code, ça sert à quoi? Ça sert à appeler à l'attention. Soit une moto, soit un véhicule de secours, soit un bus qui remonte une voie en sens interdit. Demain, le phare, le code, ça voudra dire quoi? Rien du tout. Tout le monde aura ça. Pour l'instant, la mesure est seulement incitative. L'expérience doit durer 5 mois. Grâce à elle, le gouvernement espère faire baisser de 5 à 8% le nombre de tués sur la route. Aujourd'hui, les réactions ont été vives et nombreuses après la profanation hier du cimetière juif de Brumat en Alsace. Ce dimanche, la nécropole a été ouverte aux familles pour un recueillement. Quant aux gendarmes, ils s'activent pour retrouver les auteurs de cette profanation. Bénédicte Doré. 92 tombes, les plus anciennes semble-t-il couvertes de tags nazis ou antisémites. Encore une fois, l'Alsace est la cible de profanation. Cette fois-ci, c'est à Brumat que le cimetière israélite a été profané. Je ne pense pas que l'on fait ce type d'action comme ça à la légère. C'est pensé, c'est sciemment réfléchi, c'est voulu. Et bien entendu, c'est odieux et c'est lâche.
Parmi les graffitis, des inscriptions racistes, dont une met en cause nommément Adrien Zeller. La plupart du temps, les enquêtes n'aboutissent pas. Le président de la région a donc décidé cet été de débloquer un crédit pour rémunérer tout informateur qui permettrait l'arrestation des profanateurs. Je souhaite que le travail d'infiltration que pratique à l'heure actuelle la police puisse un jour produire ses fruits, et le plus tôt serait le mieux, parce que l'Alsace mérite autre chose que cette mise en cause permanente par quelques individus condamnables. En quelques mois, près de 400 tombes ont été souillées, toutes confessions confondues. La plus importante profanation est à Erlisheim le 30 avril dernier. 127 tombes juives sont couvertes de tags antisémites, un acte odieux qui suscite aussitôt l'indignation de la classe politique. De tels actes d'antisémitisme sont contraires à l'esprit même de notre démocratie. Ils sont contraires aux valeurs mêmes qui fondent notre République. En 10 ans, 11 cimetières juifs ont été profanés en France, dont 7 en Alsace, région où vit la deuxième communauté juive de l'Hexagone, région également où l'extrême droite obtient des scores records. Demain matin, une cérémonie de recueillement sera organisée à Brumath avec les représentants des différentes religions. La nuit dernière, une trentaine de tombes ont également été profanées dans un cimetière catholique, cette fois à Limoges. Aucune inscription, mais des croix renversées, des plaques funéraires et des vases brisés. Le parquet de Limoges est saisi. Il privilégie ce soir un acte de vandalisme sans connotation raciale ou religieuse. Jacques Chirac a appelé aujourd'hui Yasser Arafat pour prendre de ses nouvelles. Le chef de l'autorité palestinienne en a donc profité pour remercier le président de la République pour l'hospitalité et l'attention qu'il reçoit de la France. Le leader palestinien va mieux. C'est en tout cas ce qu'a indiqué sa représentante en France, Leïla Chaïd. Je vous propose de l'écouter. La situation de santé est stable, elle est bonne. Il est suivi, il reprend petit à petit à manger, ce qui est un très bon signe, et à parler à tous les gens qui sont autour de lui. Et donc les médecins sont très contents de cette stabilité. En Irak, au 73e jour de détention des deux journalistes français Christian Chesneau et Georges Malbruno, l'ambassadeur de France à Bagdad déclare qu'ils sont en bonne santé. Information révélée ce matin sans plus de précision à l'issue d'une rencontre avec le président du comité des oulémas, Carole Coelho. L'ambassadeur de France en Irak a le sourire. Interrogé par une télévision arabe, c'est en arabe qu'il a tenu à répondre et les nouvelles des otages sont bonnes. Nous savons qu'ils sont en bonne santé, c'est tout. Un peu plus tôt ce matin, le diplomate français s'était rendu dans cette mosquée de Bagdad. 1 heure d'entretien avec ces oulémas sunnites, des religieux dont l'influence est très importante en Irak. Ces hommes sont sans doute l'une des clés pour la libération des 2 otages français et de leur chauffeur syrien. Tous 3 sont retenus prisonniers depuis le 20 août dernier. L'ambassadeur de France a reconnu que les autorités françaises étaient, je cite, en contact permanent pour trouver une issue positive à cette affaire. Le diplomate s'est également inquiété de la situation à Falloujah, ce bastion sunnite à 50 km de Bagdad, car c'est là que pourraient être retenus les otages. Ici, les escarmouches sont quotidiennes, mais une action militaire américaine de très grande envergure serait sur le point d'être déclenchée. Toujours en Irak, c'est bien le japonais de 24 ans enlevé par le mouvement islamiste d'Al-Zarqawi qui a été retrouvé hier soir décapité. Les autorités japonaises l'ont formellement identifié ce matin. Le Premier ministre japonais affirme qu'il ne retirera pas ses troupes d'Irak. Et en Afghanistan, c'est le groupe l'Armée des musulmans qui menace d'exécuter 3 otages de l'ONU enlevés jeudi dernier à Kaboul. Al Jazeera a diffusé une vidéo montrant la Britannique, le Philippin et la Kosovare. Les ravisseurs exigent que les Nations Unies quittent l'Afghanistan. Ils demandent aussi que les talibans et les membres du réseau d'Al-Qaïda détenus aux États-Unis et ailleurs soient libérés. La fin de l'ultimatum est fixée à mercredi. À J-2, c'est un duel sans merci qui s'annonce entre George Bush et John Kerry, qui tentent encore d'arracher les quelques voix cruciales. Les sondages ont même du mal à départager les 2 hommes. Certains donnent une légère avance à Bush, d'autres le mettent à égalité. Dans cette campagne, on oppose le plus souvent Bush et Kerry comme incarnant 2 Amériques différentes. D'un côté, Kerry, l'intellectuel de la côte Est, de l'autre, George Bush, le cow-boy du Texas. Pourtant, ils ont un point commun,
ils ont fréquenté la prestigieuse université de Yale et sa société secrète. Mais Mona Interman et Robin Teboul se sont rendus sur le campus à la rencontre des étudiants. On dirait des églises et cela ressemble à la vieille Angleterre. Ces bâtiments néo-gothiques ou géorgiens abritent l'université de Yale, l'une des plus prestigieuses au monde. Depuis 300 ans, une bonne partie de l'élite américaine est produite ici. Dans les annales, George Bush et John Kerry. Tous deux viennent des grandes dynasties de la côte Est. Kerry a laissé le souvenir d'un étudiant brillant et engagé. Pour George Bush, c'est différent. Bush a laissé le souvenir d'un assez mauvais étudiant. C'est-à-dire Bush, c'est quelqu'un qui aime bien revenir sur le campus de Yale pour montrer combien un étudiant médiocre peut réussir dans la vie. À Yale, bastion démocrate depuis toujours, la quasi-totalité des 11 000 étudiants affichent clairement leurs préférences et leurs accusations. Traduction, Bush a détourné la catastrophe du 11 septembre. Ryan et Vanessa sont d'accord avec ce qui est écrit contre la guerre en Irak. Rien à voir avec la génération de la guerre du Vietnam, mais quand même. Je pense que certains d'entre nous ont honte que Bush soit président. J'ai l'impression d'être un peu pris en otage par un certain secteur de la droite chrétienne. À leur âge, Bush et Kerry ont appartenu à la plus influente des 12 sociétés secrètes du campus, son nom, les Skull and Bones, c'est-à-dire les crânes et tibias. Un petit groupe de 15 étudiants qui se réunissent dans ce mausolée sur le campus depuis 1832. Comme vous voyez, il y a très peu de fenêtres, on peut pas voir dans l'intérieur. On voit rarement les gens entrer et sortir du bâtiment. Oui, donc parfois si on passe par ici le jeudi ou le dimanche soir vers 1h du matin, parfois on voit les gens sortir après leur cérémonie. Bon, les étudiants ne savent pas trop ce qu'ils font à l'intérieur, mais on les voit sortir. Ils sont habillés parfois tout en noir, on ne peut pas vraiment voir leur visage, ils portent des capuchons et tout ça. À croire des étudiants et des professeurs de Yale, Kerry a gardé des amitiés créées dans le cercle si secret et Bush s'en serait distancé. Dans la dernière ligne droite du scrutin, des milliers d'étudiants vont maintenant délaisser leur université cathédrale pour aller faire du porte-à-porte pour John Kerry. Ils vont arracher vote après vote avec un espoir, écrire avec le candidat démocrate une nouvelle page de l'histoire des États-Unis et peut-être du monde. En France, comme partout dans le monde, la campagne américaine préoccupe les politiciens. Nous allons donc lui consacrer notre page politique avec vous, Patrice Machuret. Alors, Bush, Kerry, à qui la préférence chez nos élus? John Kerry, il fait carton plein. Alors, UDF, PS, PC, Vert, la majorité des partis jouent la carte du candidat démocrate. À leurs yeux, il a une grande qualité. Il n'est pas George W. Bush. L'ancien gouverneur du Texas est accusé d'avoir semé la guerre et la violence dans le monde, d'avoir bafoué le droit international en Irak et de geler les relations franco-américaines. Les politiques français condamnent aussi son discours sécuritaire, une stratégie de la peur sur laquelle W a fait, on le sait, campagne. Hier, à 3 jours des élections, le républicain a peut-être reçu un coup de pouce de Ben Laden. Sa réapparition en vidéo va sûrement peser sur le scrutin. C'est le sentiment aujourd'hui de Bernard Kouchner. Le discours de Ben Laden, dont on a vraiment reconnu que c'était lui et qu'il n'était pas mort et donc qu'il avait échappé aux poursuites. Ce discours est très politique, il faut lire les textes. Et on s'aperçoit que c'est une analyse politique précise qui dit au peuple américain, si vous nous laissez faire, si vous ne nous attaquez pas dans nos fiefs, eh bien vous aurez la paix. Et ça, ce sera ni Bush ni Kerry qui vous l'assureront. Alors est-ce que ça rassure les partisans de Bush? Je le crains. Alors, si la plupart des élus français sont plutôt anti-Bush, certains bravent le consensus. Alain Madelin, l'UMP, estime par exemple que les États-Unis doivent être les gendarmes du monde. On l'écoute. Moi, je pense que le monde est extrêmement dangereux. Et je n'aimais pas l'Amérique lorsque celle-ci était indifférente au malheur du monde. Le 11 septembre, l'Amérique sort un peu de son isolationnisme. Je n'aime pas l'Amérique isolationniste. Elle a une responsabilité face à l'hyperterrorisme, il faut une superpuissance. Elle sort de son isolationnisme et elle dit je vais encourager des sociétés libres et ouvertes partout dans le monde. Moi ça me va plutôt. Alors contrairement aux autres formations politiques, l'UMP n'a pas de position officielle, elle ne soutient aucun candidat. Mais dans les rangs chiraciens, beaucoup souhaitent un changement de politique à défaut d'un changement d'homme.
Ce que nous pouvons souhaiter et appeler de nos voeux, c'est un changement de la façon de faire. Nous savons qu'il faut relancer le processus de paix israélo-palestinien, il faut sortir du bourbier irakien. Il ne faut pas non plus que les Américains oublient des devoirs de solidarité, qu'il s'agisse de la protection de l'environnement, qu'il s'agisse demain de nos économies, avec un dollar qui pourrait en effet être la variable d'ajustement de leur économie en difficulté sur le dos de l'Europe. Et du côté de l'Élysée, Patrice, on se garde bien de donner son avis. Oui, alors Jacques Chirac, en bon diplomate, ne donne pas sa préférence, même si depuis l'Irak, on le sait, le chef de l'État entretient des relations plutôt tendues avec l'actuel locataire de la Maison-Blanche. L'Élysée a anticipé l'éventuelle élection quand même de John Kerry, inconnu à Paris. L'été dernier, l'UMP a envoyé 2 représentants, dont Alain Juppé, à la Convention nationale du Parti démocrate à Boston. En matière d'élection, Roselyne, on n'est jamais trop prudent. Merci Patrice. Tennis, retour gagnant pour Amélie Mauresmo. La Française a remporté le tournoi de Linz en Autriche. Elle a battu en finale la Russe Elena Bovina sur un score sans appel 6-2, 6-0. Après sa blessure aux adducteurs, la Française a retrouvé son meilleur niveau. Elle vient même d'être désignée tête de série numéro 1 du tournoi de Philadelphie qui débute demain lundi. À Paris, le Grand Palais célèbre l'entente cordiale à sa façon en rapprochant les peintres impressionnistes français et anglais via les Américains. Pour la première fois, le musée juxtapose les œuvres de Turner, Whistler et Monet, inspirées lui aussi par le célèbre brouillard londonien. Marie Berrurier, Jean-Claude Desjacques. Voilà Venise vue par Turner, Venise vue par Whistler et Venise vue par Monet. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, parfois à plusieurs années d'écart, ces 3 peintres vont se retrouver, s'entre-inspirer, échanger leurs impressions et leurs regards. Leur dénominateur commun, si on peut dire, c'est l'intérêt pour la lumière, l'attrait pour le paysage. Ce sont 3 grands maîtres du paysage et ils s'inscrivent en fait dans cette lignée de peintres qui regardent les changements de la lumière, les variations colorées, les variations atmosphériques. En fait, tout commence avec l'anglais Turner. À force de décomposer le prisme solaire, ses toiles se couvrent de halos légers, presque magiques. Bien avant l'heure, il porte en lui tous les ferments de l'impressionnisme. Une leçon de peinture que Monet et Whistler ne sont pas prêts d'oublier. Monet avec ses touches de couleurs pures, Whistler avec son pinceau aérien et ses nocturnes poétiques. L'intérêt de cette exposition, c'est qu'elle apprend à voir, elle confirme un petit peu cette démarche des peintres eux-mêmes qui avaient mis l'accent sur l'œil, sur cette démonstration visuelle, sur l'étude de la lumière. Turner, Whistler, Monet, un réseau secret et surprenant. Cette exposition nous permet de les redécouvrir à travers une nouvelle grille de lecture. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, un film, Le bal des maudits avec Marlon Brando. Prochain rendez-vous avec l'info demain le 12-14. En attendant, dormez bien. À bientôt. Ils ont été accusés du pire, jetés en prison et finalement innocentés. Avec l'affaire d'Outreau, la France entière a pris conscience que personne n'est à l'abri d'une erreur judiciaire. Et Roselyne, vous avez vraiment tout perdu. Une maison, un foyer, un mari, une entreprise. Et j'ai plus rien. 12 ans, c'est 12 ans d'attente 12 ans. Pour avoir son non-lieu. On tue la maman, on tue mon épouse. On se reconstruit, 19 mois après on m'arrête et 3 ans de prison et tout est détruit. Alors vous êtes lieutenant de police et juge. Vous avez été accusé d'attouchement sur votre jeune fille. Au début, je pense à une farce de mauvais goût. Et puis après, c'est l'effroi. Parce que ma place, je l'ai plus nulle part dans la société. Comment tout ça va être réparé? Pertes et profits. Pertes et profits. Pertes et profits. L'erreur judiciaire en flagrant délit dans Vie privée, vie publique avec Mireille Dumas, mercredi à 20h55 sur France 3.